Bonjour, je suis Léonard Anthony, praticien en hypnose et auteur de Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Je suis heureux de partager avec vous un échange en toute simplicité que j'ai eu avec le médecin spécialisé en médecine interne et directrice scientifique au sein d'une maison d'édition, le docteur Julie Cosra. Qu'est-ce que la médecine interne? Pour dire les choses simplement, c'est une spécialité de la médecine qui considère le corps d'un individu dans son ensemble et qui, dans sa démarche, procède à l'image d'un détective qui enquête sur toutes les dimensions de l'existence d'une personne. Le docteur Julie Cosra nous livre sa réflexion sur la fatigue. Ensemble, nous échangeons sur les sources de fatigue qui impactent nos vies et partageons nos propositions pour ne plus les subir, pour dire goodbye fatigue. Bonjour Julie Cosra. Bonjour Léonard Anthony. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est la médecine interne? Alors la médecine interne, c'est une médecine qui a comme particularité de s'intéresser à tous les organes du corps humain, donc qui ne segmente pas l'individu en organes, avec d'un côté le cœur, de l'autre les poumons, après les reins, le foie, mais qui essaye d'envisager la médecine, une médecine transversale, et qui donc maîtrise un peu toutes les spécialités, mais évidemment pas de façon aussi poussée qu'un spécialiste. L'avantage de cette médecine, c'est que c'est une médecine qui ne met rien de côté et qui peut faire des diagnostics complexes et qui s'intéresse aux pathologies qui touchent tous les organes ou plusieurs organes, ou alors les grandes énigmes diagnostiques, les maladies rares. Et la particularité, c'est quand même de ne jamais rien laisser de côté et de ne jamais dire je ne connais pas, je ne sais pas. C'est une médecine de curiosité et qui peut aller chercher très loin dans les diagnostics complexes. Oui, il y a une dimension presque d'enquêteur. Il y a absolument une dimension d'enquêteur et dont les moyens sont vraiment très proches de ceux d'une police traditionnelle pour enquêter sur un délit. Il faut être très complet, il faut prendre en considération plein d'éléments, y compris la personnalité, le mode de vie du patient et de la patiente, et aussi les aspects psychologiques. Et c'est un métier passionnant parce qu'il n'est jamais routinier. Et est-ce que vous diriez que justement le sujet de notre thématique, la fatigue, rentre en ligne de compte dans votre pratique de la médecine? J'entends avec vos patients dans un premier temps. Alors bien sûr, elle rentre en ligne de compte comme pour tous les médecins, mais nous particulièrement en médecine interne, on est amené à prendre en charge des patients pour lesquels le diagnostic n'a pas été établi et qui ont des plaintes multiples. Et souvent, la fatigue fait partie de ces plaintes à plein de titres, soit d'une façon organique parce qu'on explore des syndromes inflammatoires, des amaigrissements, des fièvres et que la fatigue fait partie des symptômes, soit du côté psychologique, puisque la fatigue à ce moment-là peut rentrer dans des tableaux de dépression masqués qui s'expriment par des symptômes physiques, mais qui sont en réalité d'authentiques dépressions. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de voir des corrélations, par exemple, qu'un malade, parce que j'imagine que vous voyez des gens qui sont malades aussi très longtemps, puissent être aussi fatigués par sa maladie? C'est-à-dire que c'est pas que la dépression ou la déprime, parfois, peut être une conséquence d'une maladie qui se prolonge? Alors oui, bien sûr, il y a des patients qui sont légitimement découragés et déprimés parce qu'ils affrontent beaucoup de difficultés, qui sont parfois hospitalisés longtemps ou qui ont des contraintes médicales lourdes. Et c'est tout à fait normal de connaître des phases de découragement et d'avoir parfois des dépressions secondaires. Et ça, c'est un point important parce qu'il y a aussi des fatigues qui sont liées à une forme de culpabilité. Des gens qui peuvent se dire je suis malade, c'est vrai, je suis fatigué par ma pathologie, mais au fond, mon entourage, mon environnement immédiat, familial, etc., pose un regard sur moi qui fait que cette fatigue va augmenter, va devenir plus chronique, liée à justement un sentiment de se sentir inutile, de ne pas être l'équivalent d'autres. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors effectivement, j'ai des patients qui sont en difficulté dans leur famille parce que soit ils sont pas entendus, soit ils sont trop réservés, ils n'expriment pas leur souffrance, et qu'effectivement à ce titre-là,
leur entourage attend trop d'eux ou ne respecte pas leur fatigue. Et effectivement, dans cette mesure-là, ça peut entraîner des réactions encore plus négatives. Ça existe. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une corrélation, au fond, entre la pathologie organique et celle qui est liée à un dysfonctionnement, et aussi l'environnement, notre manière de Ça peut vivre. exister, voilà, ça peut exister, mais ce problème de non-reconnaissance par l'entourage, il n'est pas constant. Il y a aussi beaucoup d'entourages qui sont à l'écoute et qui comprennent que le patient a une pathologie organique, des traitements, et qu'à ce titre, il ne peut pas avoir la même énergie que dans la vie d'avant la maladie. Et si on élargit un peu cette question on a parlé de l'entourage immédiat, mais qu'est-ce que vous diriez de notre époque et la société dans laquelle l'on vit, et comment est-ce que la fatigue d'une personne qui a une maladie longue, parce que si je comprends bien, vous voyez beaucoup de gens avec des pathologies complexes et qui s'installent dans la durée, comment est-ce que la société réagit face à cette fatigue, et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui justement doit vivre dans un monde, dans une grande ville comme celle où vous travaillez à Paris, quand on est porteur et quand on est atteint d'une pathologie? Il y a plusieurs façons. Il y a déjà, il y a des moyens que les médecins peuvent conseiller aux patients qui sont quand même d'essayer d'éviter ce qu'on appelle le déconditionnement. C'est-à-dire que même si on n'est pas au top de sa forme, pour des raisons de santé, le fait de faire de moins en moins de choses auto-entretient la fatigue et la majore. Et ça, c'est vrai pour toutes les situations, c'est-à-dire que si on reste assis, qu'on ne va pas marcher, qu'on ne fait pas un peu de sport, même en étant souffrant, bon, évidemment pas avec 42 fièvres ou des symptômes très bruyants, mais si on a une maladie chronique et qu'on se sent un peu fatigué par cette maladie chronique, on a quand même tout intérêt à essayer de garder une activité physique, parce que l'arrêt de l'activité physique fait perdre ses muscles, et la perte des muscles est en elle-même fatigante et va finir par rendre le moindre effort extrêmement coûteux en énergie, alors qu'au départ, on était capable de le faire de façon assez simple. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est donner comme conseil, c'est d'éviter le déconditionnement. Mais après, quand on a une fatigue légitime, je pense que en France, on a quand même un système de reconnaissance des handicaps qui est relativement protecteur, et donc il y a différentes façons de limiter son temps de travail en étant dans des mi-temps thérapeutiques ou dans des temps partiels thérapeutiques. Et puis après, il y a les problèmes des invalidités, mais il y a quand même des recours sociaux qui permettent de prendre en compte cette fatigue. Mais évidemment, on sait bien qu'on peut se sentir laissé sur le bord de la route si on n'est pas au top de ses performances et qu'on est dans un milieu et dans une ambiance très compétitive. Et ça, c'est forcément pénalisant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous me permettez de développer légèrement ce que vous venez de dire, c'est d'une certaine façon, vous rejoignez un de mes thèmes de prédilection, c'est celle de dire d'abord, quand on est fatigué physiquement par une pathologie, il est important donc, pour contrer cette mauvaise fatigue, que j'appelle mauvaise fatigue, d'aller à la rencontre de la bonne fatigue, celle générée par un effort, évidemment modéré et mesuré en fonction de ses capacités du moment. Donc il est essentiel de considérer la bonne fatigue, quel que soit son état. Bien sûr, vous ne l'avez rappelé pas si vous avez 42 fièvres depuis 3 semaines. Ça, c'est un point important. Et d'une autre façon aussi, c'est de chercher des solutions si votre fatigue est chronique, pas au sens de la maladie de la fatigue chronique, mais au sens de Ouais. elle est là permanente, de ne pas avoir honte, de considérer les recours possibles, mi-temps thérapeutique, etc., pour pouvoir trouver son équilibre, voire même de ne pas se laisser envahir par la fatigue des autres. Vous avez parlé de compétitivité, Ouais. parfois d'un monde qui va à 300 à l'heure et qui peut engendrer des pressions importantes. Là aussi, de ne pas, comme dans un tonneau des Danaïdes, de ne pas se laisser déverser la fatigue des autres sur soi et de pouvoir faire ses propres choix. Oui, Est-ce oui, que... oui, oui, je suis d'accord. Et je pense que cette histoire du déconditionnement, je pense que c'est vraiment un point absolument crucial et qu'on néglige souvent et qu'on n'a pas forcément en tête, puisque légitimement, on se dit que si on est trop fatigué pour faire quelque chose, on ne le fait pas. Et dans une certaine mesure, on peut effectivement ponctuellement respecter une fatigue, mais que si les choses s'installent de façon un peu plus établie et au long cours,
le côté déconditionnement rentre beaucoup en ligne de compte et il faut absolument savoir lutter contre. Oui, puis il y a aussi nos habitudes, d'une certaine Ouais. façon, parce que de plus en plus, nous devenons qu'un cerveau installé devant des ordinateurs, soit pour travailler, soit pour se divertir. Mmh. On l'observe tous autour de nous, hein, le temps passé devant nos écrans, quelle que soit la nature de l'occupation, fait que nous sommes de plus en plus sédentaires. Et très vite, on se laisse dépasser par le j'ai pas le temps finalement Mmh. d'aller ne serait-ce que marcher une demi-heure. J'ai jamais le temps parce que j'ai plein Mmh. d'activités. Et donc il y a un piège là-dessus où vous parlez en effet de cette notion de déconditionnement. Il faut que nous soyons tous vigilants à ne pas s'enfermer dans un fauteuil. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, on ne gagne que souvent des douleurs à s'enfermer dans un fauteuil et l'organisme, le corps humain est fait pour bouger et le mouvement est antalgique pour ceux qui ont des douleurs, le mouvement est relaxant, apaisant, antidépresseur. Pas d'erreur, il faut bouger. C'est une idée vraiment importante, encore une fois, que vous venez de développer quand vous dites le mouvement est antidépresseur. Je Mmh. crois que c'est pas évident hein, pour nous tous de comprendre cette Ouais. notion. Ah ça c'est très clair et pour ce qui concerne la pathologie rhumatologique et en particulier les gens qui ont des lumbagos, on sait maintenant que le premier conseil qu'on donne à quelqu'un qui a un lumbago, c'est surtout d'essayer de bouger. Alors qu'avant, les préconisations, c'était le repos au lit, éviter tout mouvement, etc. Maintenant, la consigne, c'est plutôt de reprendre le plus vite possible une activité. Et on sait que cette activité physique, elle a un rôle antalgique aussi. Oui, et vous avez raison de rappeler qu'elle a et un rôle antalgique et elle nous redonne du moral. Oui, Et donc, quand on a moins mal et qu'on a à nouveau le moral, on est par nature un peu moins fatigué, puisque absolument. puisqu'on retrouve du sourire et puis la douleur commence à baisser. On le voit que c'est Mhm. amené intelligemment et progressivement. Tout ça soulage et le soulagement est une ouverture vers moins de fatigue. Voilà. Maintenant, si je vous pose une question un peu plus personnelle, vous en tant que médecin, on sait que c'est une profession, l'actualité nous le rappelle tous les jours et la période que nous avons traversée de la pandémie a montré à quel point le personnel médical a été sujet à une fatigue importante, Mhm. liée au fait que la société prend de moins en moins en compte vos besoins. Il y a une considération qui n'est pas celle qu'elle devrait être. Qu'est-ce que évoque le mot fatigue aujourd'hui dans votre contexte professionnel tel que vous le connaissez aujourd'hui? Ouais, on peut dire que ce qui se passe après cette épidémie et ce qui se passe maintenant avec ce dont on entend largement parler, qui est la pénurie de personnel dans les hôpitaux, c'est une obligation de dépense d'énergie qui est presque inutile en plus de ce qu'on doit dépenser quotidiennement pour l'organisation, parce que pratiquement tous les services connaissent des fermetures de lits par manque de personnel non médical. Et ces fermetures de lits font qu'on est sollicité quotidiennement pour des hospitalisations avec moins de capacité d'accueil qu'avant et on doit donc gérer en fait une crise quotidienne de manque de place. Et ça demande une dépense d'énergie qui est une dépense qu'on aimerait ne pas avoir à faire parce que c'est pas du tout médical. Et ça a été induit par toute cette problématique de l'hôpital en 2022. Voilà, ça c'est en plus, mais avant les journées, avant cette crise et dans la vie d'un médecin hospitalier, bah, c'est une vie effectivement assez fatigante puisque par essence, on s'occupe de gens qui sont souffrants. Par essence, à l'hôpital, on a en charge des pathologies lourdes. On a aussi en charge l'angoisse des familles, la douleur, la mort, évidemment. Donc, chaque journée hospitalière est une journée assez éreintante, je reconnais. Ouais, et par définition même, je sais parce que vous me l'avez dit juste avant qu'on commence cet enregistrement, Ouais, vous venez de passer un week-end de garde. Qu'est-ce que ça absolument. veut dire un week-end de garde? Alors, un week-end de garde, ça veut dire qu'il y a d'une part une astreinte de chaque service matinal pour faire la visite, puisqu'il y a évidemment une continuité des soins. Et moi, en plus, j'étais de garde hier à l'intérieur de l'hôpital pour tout l'hôpital, pour faire face à toutes les demandes internes et répondre aussi aux appels des patients qui ont été opérés récemment, puisque il y a une activité ambulatoire qui se développe énormément dans tous les hôpitaux et qui permet
d'avoir des interventions qui se font dans la journée sur des gens qui rentrent chez eux, avec généralement des techniques chirurgicales qui sont plus légères qu'avant, des anesthésies plus légères. Et c'est le sens dans lequel va la chirurgie quand il s'agit de chirurgie bien réglée. Et effectivement, c'est un gain incontestable. Mais dans ce cas, il faut pouvoir assurer la réponse aux questions si jamais il y a des problèmes post-opératoires. Et donc, j'ai cette charge-là quand je suis de garde. Et surtout, j'ai comme charge de m'occuper des patients qui sont sur place et qui ont des pics fébriles, des douleurs thoraciques, des épisodes de dyspnée, des vomissements, enfin tout ce qui peut arriver dans un hôpital avec des gens malades et très malades. Et je dois faire les prescriptions, les examiner. Mais c'est un travail qui est fatigant, très prenant, mais qui est aussi très intéressant parce que ça permet déjà de connaître d'autres pathologies que celles qu'on a l'habitude de prendre en charge dans mon service, puisque je suis appelée dans tous les étages de l'établissement, de voir les équipes soignantes et surtout d'être le capitaine, puisque dans la vie médicale de tous les jours, on est très entouré. Et quand on est de garde, on est seul à bord et on doit prendre des décisions seul. Et on voit les effets de ces décisions, puisqu'en général, c'est des pathologies qui se suivent heure par heure. Et donc, c'est assez enrichissant et assez intéressant. Donc si je comprends bien, pour que tout le monde saisisse la nature de votre travail, donc vous avez travaillé une semaine complète et vous avez enchaîné avec un week-end de garde. Voilà, c'est ça. Et j'enchaîne après de nouveau avec une semaine complète parce que c'est comme ça. Donc, Parce on que est c'est en comme ça. récupération, voilà. Donc en effet, donc, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de temps de récupération là, vous Non, là, il n'y a enchaînez. pas de temps de récupération. Ouais, donc il y a une fatigue légitime. Alors, il y a une fatigue légitime et surtout, en fait, là, ce week-end, j'ai eu beaucoup de choses, des choses complexes et notre travail est alourdi par l'administration en médecine, on le sait. Il faut remplir énormément de documents informatiques, beaucoup plus qu'avant. L'informatique ne marche pas toujours, il y a des moments où les programmes ne répondent pas, on perd beaucoup de temps avec ça, on a en fait des contraintes qui sont beaucoup plus lourdes qu'il y a quelques années, et ça prend du temps, et ce matin j'avais aussi affaire à une personne qui voulait sortir contre avis médical, donc il faut essayer de la convaincre que c'est une erreur, avoir des entretiens avec la famille, les gens proches, des médecins éventuellement qui connaissent cette personne. Et tout ça, quand on a une matinée et qu'on doit tout faire, c'est beaucoup. Oui, rien qu'à vous entendre, Ouais, on est déjà un peu plus fatigué. c'est beaucoup. Et effectivement, après, c'est difficile de trouver une respiration pour reprendre ses forces et recommencer la suite de la semaine. Mais Ouais, sans pause. Ouais. voilà. Et où est-ce que vous trouvez-vous justement vos respirations? Comment elles se font? Dans un contexte comme celui-là, parce que moi je vous ai toujours connu avec le sourire, avec beaucoup d'énergie. Alors, Comment vous tenez et comment vous trouvez la bonne fatigue? ben moi, je tiens parce que j'ai un univers artistique très riche et que je puise énormément d'énergie dans cet univers artistique. Bon, je ne parle pas de mon univers affectif, mais bon, il est solide et aussi généreux pour me renvoyer de l'énergie et me soutenir. Voilà une dimension Et, importante. voilà, et puis j'ai un univers artistique extrêmement riche, donc qui passe par la pratique de la musique et par le spectacle vivant, autant que je peux assister au spectacle vivant, la lecture, le théâtre, les concerts, euh, et voilà, le fait de pouvoir euh, m'enthousiasmer absolument avec tout ça. Et enfin, je suis sportive, donc j'aime beaucoup le sport et je fais du sport régulièrement et ça m'aide aussi à tenir le coup. Je trouve que c'est une excellente, j'aime pas le mot leçon, mais en tout cas, en vous écoutant, on a tous envie de se dire: «Waouh, si vous y arrivez après, une semaine de travail, un week-end de travail qui enchaîne sur une semaine de travail, à aller au spectacle, à pratiquer une activité artistique et faire du sport, a priori, on ne doit pas avoir beaucoup d'excuses». Bon, mais à côté de ça, il y a des choses sans doute que je ne fais pas aussi bien que d'autres personnes. Voilà. Mais ça, ce sont mes priorités. Et donc, ça me permet de garder quand même pas mal d'énergie. Bon, là, c'est vrai que le week-end a été un peu fatigant, mais
Mais Je vous allez retrouver de l'énergie assez Oui, oui, naturellement. oui, je pense que je vais en retrouver assez naturellement. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, pour un peu élargir et partager avec les gens qui écoutent ce podcast, c'est que même avec une charge de travail intense qui intègre non seulement un rythme important, mais une charge émotionnelle, comme vous venez de le décrire, Mmh. en intégrant cette pluridisciplinarité de dimension artistique, culturelle, sportive, on sent que vous puisez de l'énergie ailleurs qui vient contrebalancer et qui vous nourrit, qui vous permet Ah oui. plus de tenir, mais d'être en équilibre. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai et moi, en fait, j'ai un tempérament très enthousiaste et donc je vais à des spectacles, pas forcément, de très grande envergure, hein. Ça va de la petite salle où, un acteur lit, ou un comédien lit des textes, à des simples, spectacles avec un chanteur, un pianiste, à des spectacles plus importants dans les théâtres nationaux, à des concerts de musique dans les petites salles ou dans les plus grandes salles. Mais ça me transporte. Enfin, la Ça vous plupart nourrit? du temps, ah oui, 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 ça me nourrit, ça me donne énormément de force parce que je n'ai pas encore compris comment j'étais aussi fascinée par l'art. Alors, j'essaie de trouver des réponses. Mais Mais c'est une composante essentielle de ma vie. ce qui est intéressant, c'est que vous dites, quand même, tout ce que vous citez, c'est du spectacle vivant. C'est-à-dire que je note à aucun moment où vous me dites, je reste devant mon écran à la maison le soir pour regarder encore un film d'une plateforme. Non, ça je peux pas et je me dis, je parle du spectacle vivant parce que effectivement par essence il est éphémère et que il va disparaître. Donc je préfère sortir voir des gens sur scène plutôt que de regarder à la télévision un programme. Bon, ça m'arrive de regarder des documentaires en replay. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais vraiment mon choix prioritaire, c'est ce qui va être éphémère et ce qui ne sera plus là un mois plus tard. Ça me paraît. En plus, il y a une transmission tellement extraordinaire dans le théâtre, dans le chant, dans la musique et dans la scène, qui n'est pas la même au cinéma. Et je sais que si un jour j'ai une jambe cassée ou que je suis contrainte à rester chez moi, je pourrais regarder autant que je veux des films qui sont sortis il y a quelques années. C'est pas que ça m'intéresse moins, mais ma priorité est au vivant. Et si on revient à notre sujet, qui est celui de la fatigue, ce que je trouve très intéressant, c'est que même après des journées intenses, je le répète, en charge de travail physique et émotionnel et mental, là où beaucoup d'entre nous pourraient se dire: «Oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué, je vais justement m'affaler dans mon canapé», vous vous dites: «Non, c'est comme pour l'activité physique, vous sortez, Alors oui, je sors et puis alors ce qui est parfois difficile, c'est la musique parce que j'essaye d'en faire en rentrant après ma journée de travail. vous Et pratiquez un là, instrument». oui, j'ai pratiqué plusieurs instruments, mais j'en ai appris un il y a quelques années, il y a maintenant une dizaine d'années, mais en étant adulte. Et donc j'essaye de travailler parce que ça demande un travail infini, Quotidien. voilà, quotidien. Et c'est vrai que ça m'est arrivé parfois d'être tellement fatiguée que je constate que mon travail est inefficace, inopérant. Et là, je suis souvent triste et je dois m'arrêter. Mais j'essaye au maximum. Et justement, quand je commence cette activité, je me débarrasse de toute ma ferraille de l'hôpital. Je la mets de côté et j'essaye de commencer quelque chose d'autre. Et Donc d'une après, certaine façon, la pratique, pardon? il Pardon? faut faire le dîner pour les enfants. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est presque un sas, disons, même ce travail de cet instrument, même si, comme vous le dites, de temps en temps, ça ne c'est pas le travail n'est pas au rendez-vous, En fait, il reste quand même une source d'évacuation. il est souvent pas au rendez-vous parce que c'est très très difficile et je suis jamais aussi. Enfin, j'arrive à travailler de façon sereine que en vacances pratiquement ou hors de chez moi. Oui, quand je suis en week-end dans un endroit où il y a un piano. Voilà. Sinon, le soir, je fais ce que je peux et parfois c'est pas mal et parfois souvent c'est insuffisant. Mais pour moi, c'est réussir ma journée, c'est terminer par cette musique. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si le résultat n'est pas au rendez-vous, ça vous permet de vous débarrasser quand même de la ferraille. Alors, disons que j'essaye de le faire et oui, j'essaye, hein, c'est pas toujours facile. Non, mais c'est un peu ce que me racontent certaines personnes qui, par exemple, vont nager et qui me disent: «J'ai toujours une bonne raison de pas y aller parce qu'il fait froid, il pleut». Mais à partir du moment où j'y suis, même si je nage pas très bien, je sens que ça me fait du bien. Ouais.
La natation, c'est une de mes passions aussi. Et donc là, je vais nager toutes les semaines et je trouve jamais d'excuses parce que j'y vais même. Enfin, ça m'est arrivé d'y aller malade pour le coup, avec de la fièvre, etc. Enfin, tant que Ça, je c'est pas très travaille, raisonnable, docteur. ouais, tant que je travaille, je fais aussi mes activités autres et, euh, et je ressors toujours de la natation comblée, absolument comblée. Donc, en nouveau, retour vers la bonne fatigue et Oui, celle qui nous et permet là, d'évacuer la effectivement, avec mauvaise. une très bonne fatigue. Si on élargit un tout petit peu notre discussion, comme tout citoyen, mais vous avec une position assez singulière, celle d'un médecin, comment observez-vous la société aujourd'hui et une société où de plus en plus de gens se plaignent justement d'être fatigués pour un grand nombre de raisons? Quel regard vous portez sur ce monde qui s'accélère en permanence, qui devient de plus en plus tendu? Aujourd'hui, nous vivons en ce moment une période particulière, après la pandémie, le poids de la guerre et une situation économique qui est difficile pour beaucoup de gens, donc beaucoup de gens sont fatigués aussi à cause de cet environnement. Qu'est-ce que vous voyez en tant que médecin et citoyen? Moi, je trouve que effectivement, la société est très compétitive, très exigeante, très intraitable et que la vie n'est pas facile. Et on voit avec l'épidémie qu'il y a eu quand même des grandes mutations dans le travail, avec le télétravail, les conférences Zoom qui permettent d'éviter les trajets. Il y a eu des progrès et il y a eu aussi des choses dur à vivre. On voit aussi qu'il y a eu beaucoup de départs des grandes villes vers la périphérie et que beaucoup de gens souhaitent avoir un confort de vie meilleur avec moins de pression urbaine, et ce que je peux largement comprendre. Moi, je suis très urbaine, j'adore Paris et j'adore profiter des offres culturelles de Paris en particulier. Donc, je ne serais pas dans ce souhait-là, mais je comprends très bien. Je vois que nos infirmières, par exemple, elles ont des temps de trajet qui sont infernaux, avec des fatigues qui sont liées à ça et qu'on comprend tellement. Je pense que la société est très rude pour tout ce qu'on connaît comme problèmes absolument cruciaux actuellement, un problème écologique, la guerre, les problèmes économiques. Donc, il faut essayer de trouver des ressources pour s'apaiser à côté de ça. Donc, d'où la nécessité dans un monde qui est en permanence agité, en accélération et qui est très exigeant, de considérer le mouvement, l'activité, des sources d'énergie. Par exemple, pour vous, vous dites que c'est le monde culturel. Pour d'autres, ça pourrait être autre chose, Oui, c'est ça. une activité qui est Il faut propre. être nourri par quelque chose et il faut être nourri. Mais moi, je suis nourrie aussi quand même fondamentalement par mon métier, hein, parce que Bien sûr. voilà, mon métier, c'est de m'occuper des humains. Moi, j'aime m'occuper des autres, j'aime rendre service et j'aime être utile. Et à travers la médecine, c'est ce qui s'exprime le plus volontiers. Et puis j'aime découvrir les êtres. Donc je découvre de façon inépuisable les êtres humains. Et je les découvre pas du tout de la même façon que je peux les découvrir dans la vie de tous les jours à travers mon métier et ma pratique. Puisque dans la vie de tous les jours, je supporte mal, comme tout le monde, de faire la queue derrière des gens qui truent, qui vont vous passer devant, etc. Ça me met de mauvaise humeur. Mais si je rencontre la même personne dans une consultation ou à l'hôpital parce qu'il a une maladie et que je vais l'aider à surmonter cette maladie et à essayer de rendre sa vie plus facile, là, c'est complètement différent. Et ma curiosité de l'être humain est inépuisable dans ce domaine. Alors voilà une dimension nouvelle que vous ouvrez qui est très importante. Dans mon livre Goodbye Fatigue, je citais une étude anglo-saxonne qui avait été menée pendant la pandémie. Et beaucoup de gens en Grande-Bretagne, si ma mémoire est bonne, avaient été interrogés et on a noté qu'une augmentation de gens qui s'engageaient dans des activités caritatives. Mhm. Et l'ensemble de ces personnes disaient se sentir moins fatigués, avec plus d'énergie, parce que justement, ils rendaient service aux autres, parce ils Oui. renouaient un lien humain. Et ce que vous venez de dire dans votre métier, d'une certaine façon, nous pouvons tous arriver à le faire à notre façon dans la vie quotidienne. Alors c'est vrai que moi je suis très heureuse de faire un métier où je ne dépends pas uniquement de la satisfaction d'une hiérarchie
d'un résultat comptable, d'une augmentation de performance, etc., comme c'est le cas de pas mal de personnes qui travaillent dans les entreprises et qui sont soumises à des exigences de plus en plus importantes. Alors nous aussi, on est soumis à énormément de choses contraignantes et parfois désagréables et difficiles, mais ce côté de l'aide aux autres et du soin n'a pas de prix, parce que quand on arrive à tirer des personnes d'un mauvais pas de santé, quand on les soulage, quand on les fait guérir, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qu'on les aide, ou qu'on les aide à traverser, qu'on les accompagne dans une maladie chronique, il est clair que ce lien qu'on tisse et cette reconnaissance qu'ils peuvent avoir, c'est à rien d'autre pareil. Donc vraiment, c'est quelque chose qui apporte énormément de réconfort et d'encouragement, alors qu'on n'en a pas forcément. Encore une fois, je parlais de la situation des hôpitaux actuellement, de tout ce qui a été fait pendant le Covid, de la crise, des difficultés, de la rudesse. Donc, on a des choses difficiles, mais on a cette reconnaissance et ce bonheur d'apporter quelque chose aux autres humains et de les aider. Je dirais d'une certaine façon, en vous écoutant, que votre parcours de vie est un encouragement à bouger, à sortir de sa zone de confort, pour chacun d'entre nous qui écoutons, à aller à la rencontre de la création, d'une manière ou d'une autre, et de se tourner vers les autres. Se tourner vers les autres. Et moi, ce que je pense aussi très important, c'est la curiosité. En médecine interne, on a une curiosité, tout nous intéresse, et encore une fois, un spécialiste va facilement vous dire vous êtes essoufflé, moi je suis cardiologue, c'est pas le cœur, mais je sais pas ce que vous avez. Alors que nous, en médecine interne, si effectivement c'est pas le cœur, on va trouver la cause de l'essoufflement, parce qu'on va se poser des tonnes de questions et qu'on va chercher dans tous les sens pour trouver la solution. Et dans la vie, je pense que la curiosité, que ce soit dans son domaine professionnel ou dans tous les domaines, c'est quelque chose qui est un moteur extraordinaire de vie, et je pense que ça défatigue. Et c'est une formidable source d'énergie. Merci infiniment, Dr Julie Cotteras. Je rappelle par ailleurs que vous êtes co-auteur du livre Être là, où vous avez partagé un magnifique texte que je propose à nos auditeurs de découvrir. Donc, Être là, publié aux éditions Flammarion-Versilio. Merci infiniment. Merci beaucoup. Apprendre à ne pas s'arrêter de vivre. Continuer d'avoir une activité physique pour aller à la rencontre de la bonne fatigue. Éviter le déconditionnement pour ne pas se décourager, pour ne pas se figer. Ne pas laisser la maladie nous abandonner au bord de la route. Trouver un équilibre entre les différentes facettes de la vie. Puiser de l'énergie dans un univers artistique, se nourrir des choses, aider les autres, se tourner vers les autres et toujours avoir de la curiosité. Voilà quelques pistes que j'ai retenues de notre conversation. Il y en a évidemment d'autres. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez par ailleurs d'autres clés dans mon ouvrage Goodbye Fatigue. Merci pour votre écoute et à bientôt.